Rien. C'est à ça justement. Moi qui n'aime pas attacher la ceinture. On s'intéresse à une autre sorte de guerre, c'est la guerre psychologique, celle qui se joue tous les jours sur Internet également depuis plus d'un mois. Laura Duhamel, avec vous, on passe en revue ce qui fait le buzz en ce moment sur Internet. On va peut-être se diriger tout de suite vers la frontière. Je vous redonne la parole dans 2 minutes. On va se diriger vers la frontière entre Israël et la bande de Gaza. On retrouve Mathias Inbar pour continuer de comprendre ce qui se joue sur le terrain. Mathias, sur cette stratégie militaire qu'Israël est en train de mettre en place, peut-être un mot des réservistes. Leur mobilisation reste maintenue, ils restent sur place pour parer à tout scénario. Ils restent sur place et un très petit nombre a été autorisé à rentrer chez eux, peut-être 24 heures tout au plus, pour reprendre des forces et pour revenir. En tout cas, aucun réserviste n'a été autorisé à rentrer chez lui de manière définitive. Et d'ailleurs, ce qu'ils m'ont dit hier, en tout cas la plupart des tankistes m'ont dit au revoir et à très bientôt. Ce qui signifie qu'ils savent pertinemment qu'ils se tiennent prêts. En tout cas, ils ont reçu l'ordre de la part de leur commandant direct de rester positionnés aux abords de la bande de Gaza, ce qui signifie que l'armée israélienne clairement a entamé, comme je vous le disais il y a quelques instants, un retrait partiel pour l'instant et pas de retrait total. Donc se réserve le droit d'agir en cas de nouvelle tentative d'infiltration ou attentat. Et la preuve, c'est que l'armée israélienne continue de mener des raids. D'ailleurs, a priori, un responsable du djihad islamique a été directement visé lorsqu'il était sur sa moto. Ça s'est passé à Rafah. Rafah d'ailleurs qui n'est pas concerné par la trêve humanitaire unilatérale signée par Israël qui rentrera en vigueur dans un quart d'heure à présent, et le Hamas qui n'a pas signé donc cette trêve humanitaire, qui continue de tirer des roquettes à l'instant. Il y a quelques instants, une roquette a visé le conseil régional d'Eshkol qui se trouve vers le centre-sud de la bande de Gaza. Voilà, et dans ce contexte, vous le disiez, Israël poursuit le retrait progressif de ses troupes. Est-ce que vous arrivez à avoir des informations concrètes sur le nombre de soldats qui se sont déjà retirés et le nombre de soldats qui sont toujours présents dans la bande de Gaza? Concrètement, ça se joue en termes de pourcentage parce qu'il est, pour des raisons de censure militaire, nous n'avons pas le droit de donner des chiffres exacts du nombre de soldats qui se trouvent à l'intérieur. Ça se situe en termes de pourcentage. Donc 70% des troupes israéliennes sont sorties de la bande de Gaza. Ils se trouvent soit en extrême bordure de ce territoire gazaoui, soit à une distance de 2,5-3 km de cette barrière, qui se tiennent prêts donc à pouvoir intervenir. Ces 30%, ce sont des unités spéciales, des unités commando, des unités qui servent à détruire et à neutraliser ces tunnels, mais également des unités spéciales et qui accompagnent les services de sécurité, le Shin Bet, le Shabak, pour mener des opérations directes, précises, comme on a pu le voir. Et comme je l'ai dit en début de ce morning, le commandant de la région nord du djihad islamique a été tué dans une opération conjointe entre les unités spéciales de l'armée israélienne et les services de sécurité intérieure. Merci beaucoup Mathias. Boaz, comment vous interprétez ce matin cette stratégie militaire? Est-ce qu'on parle d'un retrait ou d'un redéploiement? Moi, honnêtement, je ne vous cache pas que je crois que les choses ne sont pas claires. J'ai même du mal c'est même triste à dire que je pense que ceux qui décident sont un petit peu eux-mêmes, ne savent pas très bien comment continuer. Je pense que le fait... Vous parlez des politiques et pas des militaires. Je parle des politiques, bien sûr. Les militaires aussi, ils reçoivent des ordres et bien sûr, ils font les ordres. Et s'ils avaient reçu d'ordre de faire autre chose, ils auraient fait autre chose. Je pense que la stratégie, justement, d'agir à travers votre propre volonté est une bonne stratégie pour la bonne raison que non seulement vous négociez pas avec Hamas, mais Hamas ne respecte rien depuis le début de ce conflit. Tous les cessez-le-feu, tous les refus de dialogue, toutes les propositions. Vous avez vu très bien, la dernière était vendredi. D'un autre côté aussi, Israël aussi doit penser un petit peu à deux choses, bien sûr aussi à son opinion publique, mais surtout à la région dans laquelle elle est et à la dissuasion. Le fait que nous sommes bientôt à 30 jours, je pense que nous sommes au 28e jour, donc dans 2 jours, 30 jours, et encore hier, des sirènes ont retenti sur Tel Aviv hier à 4 ou 5 heures d'après-midi, c'est quelque chose qui ne permet pas justement à Israël vis-à-vis de sa dissuasion et vis-à-vis aussi de l'attente de la population et surtout de la population du Sud de quitter le territoire, bien sûr en laissant les Palestiniens
le Hamas agir comme il s'agisse. Sauf que, il y a aussi, on ne peut pas d'un côté aussi critiquer les Israéliens à ne pas avancer, laisser un petit peu les militaires comme ça exposés comme ils le sont, et on voit bien sûr les effets que ça fait. Vous savez, depuis le début de ce conflit, certains ont dit qu'Israël est très transparente, aussi bien sur le plan politique et sur le plan militaire. Israël n'a pas réussi à surprendre. Tout était un petit peu prévisible. Vous aviez ici des commentateurs et très franchement, il n'y avait pas de grande surprise jusqu'à aujourd'hui. Peut-être maintenant, comme on voit un certain blocus dans cette situation, peut-être ce retrait est un tournant vers autre chose sur le terrain lui-même. Parce que laisser les choses comme telles maintenant, je pense que franchement, ça serait un échec, même si Hamas a reçu un coup énorme. Et vous dites que la surprise pourrait donc être une intervention jusque dans Gaza City, une offensive encore plus forte. Je dis deux choses. Je dis la première que c'est pas, il ne faut pas avoir honte de dire que franchement, on ne le sait pas. Je pense que même à Jérusalem, on ne sait pas très bien. Parce que vous savez, it takes two to tango. Mais je pense aussi que compte tenu du fait que pour l'instant on n'a vu que des choses prévisibles, peut-être on va aller vers quelque chose d'une surprise. Allez, on se plonge maintenant sur Internet et dans cette guerre du net qui fait rage depuis un mois avec vous, Laura Duhamel. Tout d'abord, cette affaire malheureuse du lieutenant Hadar Goldin, il a été enterré hier et le net continue d'en parler. Oui, alors ça a commencé ce week-end. Le lieutenant Hadar Goldin était porté disparu après une attaque qui avait été menée à Rafah par le Hamas, alors que la trêve humanitaire avait été officiellement acceptée. Alors l'armée israélienne avait déclaré vendredi que le soldat avait probablement été enlevé, comme vous le voyez sur ce tweet. On va le voir plus tard. Et aussitôt, sur Internet, le hashtag Bring Back Hadar Goldin s'est répandu comme une traînée de poudre. Il fait écho évidemment au hashtag Bring Back Our Boys qui lui-même fait écho à Bring Back Our Girls. Et il témoigne surtout de l'émotion en Israël, car cette annonce a rappelé finalement le douloureux traumatisme de l'enlèvement de Gilad Shalit en 2006 par les brigades Al-Qassam. Gilad Shalit qui ne sera finalement libéré que 5 ans plus tard, en 2011, contre d'importantes concessions israéliennes. Alors l'angoisse de l'enlèvement de Hadar Goldin n'a cependant pas duré, car dès dimanche matin, une nouvelle annonce est faite par l'armée israélienne. Hadar Goldin aurait été déclaré mort au combat vendredi après une enquête. L'émotion est évidemment restée très forte puisqu'Hadar est le 64e soldat mort au combat depuis le début du conflit. Et des milliers de personnes, vous le disiez, se sont rendues aux funérailles hier soir. Des funérailles sans corps donc. Voilà, et puis dans la guerre des images, Laura, il y a celles qui ont manqué depuis le début de l'opération, celles qu'on ne voit pas. Voilà, et c'est quelque chose finalement d'assez flagrant. C'est d'ailleurs un titre d'un article du site Times of Israel, les images manquantes de la guerre contre le Hamas. Et pourtant, on ne peut pas dire que les images aient manqué depuis 26 jours. On a vu les destructions à Gaza, les civils touchés. En Israël, on a vu les images de roquettes interceptées, les Israéliens courir aux abris. Mais une partie entière du conflit n'a pas été mise en image. Elle manque cruellement. Cette partie, c'est celle du Hamas. Et effectivement, lorsque l'on fait la revue de toutes les images qui circulent, on s'aperçoit vite qu'aucune photo de combattants islamistes n'a filtré à la censure militaire. Alors regardez par exemple quelques-unes des 99 photos de la galerie mise en ligne par le journal LA Times. On y voit beaucoup de photos de destruction, de civils à Gaza, quelques-unes de soldats israéliens. Et ce qui est flagrant, encore une fois, c'est qu'aucune de ces 99 photos ne montre les combattants qui ont lancé près de 3000 roquettes sur le territoire israélien. Ils existent bien. Aucune. Alors les seules photos actuelles qui relatent cette partie intégrante du conflit dont on dispose finalement, elles sont mises en ligne par l'armée israélienne. Et on sait maintenant que cette absence est liée aux intimidations qui sont faites aux journalistes, notamment via Twitter. On en a beaucoup parlé. Mais ce qui finalement demeure extrêmement étonnant, c'est que les agences de presse ne dénoncent pas cette entrave flagrante à la liberté de la presse. Et c'est là que le bas blesse, car il en va finalement de leur responsabilité professionnelle que de dénoncer cette couverture partielle du conflit. Et puis, plus grave encore, évidemment, l'effet de cette censure sur l'inconscient collectif. Évidemment, l'absence d'images de combattants du Hamas renforce l'idée qu'Israël bombarde seulement des civils sans défense. Et c'est un point crucial dans le conflit, puisque justement, l'opinion publique détermine aussi en partie son issue. Boaz, les journalistes à Gaza jouent le jeu du Hamas ?
D'abord, très juste la remarque de la demoiselle, parce que c'est vrai que quand vous voyez un petit peu justement les photos, c'est vrai qu'on peut après avoir l'impression, si on est Richard qui habite à Londres ou Jean à Beauvais, on regarde les images, on se dit c'est Israël contre les Palestiniens, pas Israël contre Hamas, parce que c'est ça le résultat. On ne voit pas jamais les combattants, les terroristes du Hamas. Et là, si on veut se souvenir, voilà, moi qui suis cette guerre tous les jours, et moi qui à la rédaction de mon journal, je vois toutes les photos, y compris celles qu'on ne peut pas publier, et ben, du Hamas, ce que je retiens, c'est justement tous ces prisonniers, cette fameuse photo des prisonniers accroupis. Et la deuxième, bien sûr, c'est lorsqu'il sort de leur tunnel pour faire l'attaque, un film qu'on a préféré bien sûr ne pas montrer parce que ça joue le jeu du Hamas. Mais il est vrai que comme il y avait ces prisonniers, comme il y a certaines images, il serait bien aussi, pas seulement justement dans le monde, mais aussi en Israël, de montrer un petit peu et de rappeler. Mais aussi, il faut aussi se souvenir très bien que ces gens-là se cachent très bien et c'est un petit peu la désolation de ce côté, c'est que vous n'avez pas une guerre symétrique et c'est fait partie de ce drame, de ce conflit. Et puis il y a une méthode de propagande peut-être que le Hamas utilise extrêmement bien. Ah là, vous parlez des journalistes. Vous parlez des journalistes. Alors, beaucoup de fois, je me souviens des autres opérations, on parlait, oui, Israël n'a pas laissé ici rentrer des journalistes. Alors là, bien sûr, vous avez des journalistes à Gaza, et il y a des couvertures sans cesse, bien sûr, et le porte-parole qui explique et qui donne des commentaires à tout ce que vous voulez. Mais de l'autre côté, on a eu déjà ce journaliste italien assez récemment qui vient de sortir et qui expliquait où il y avait un autre journaliste palestinien qui réside, où sa femme et son fils résident en France, et qui raconte un petit peu comment dans un hôpital Shifa par exemple, on parle toujours, le bâtiment qui est justement pour les soins extérieurs ou soins journaliers, comme vous dites en français, et bien aujourd'hui, c'est le renseignement du Hamas. Là-bas, les journalistes doivent venir et ceux qui écrivent quelque chose de pas gentil sur eux, et ben, ils se font taper dessus ou carrément on prend leur papier. Alors ce journaliste italien était assez courageux. Une journaliste finlandaise, il y a 2 jours aussi, a avoué, et après elle a demandé aux Israéliens, s'il vous plaît, n'utilisez pas ça contre moi parce qu'après je ne pourrai pas travailler. Donc là, on voit un petit peu ce que c'est les journalistes la couverture à Gaza.